Madame, Monsieur, bonsoir, il est 19h. Voici les grands titres de l'actualité. C'est un chantier d'envergure qui a été lancé avant-hier jeudi au Conseil des ministres par Sa Majesté le roi Mohammed VI. L'élargissement de la protection sociale, un levier qui devrait protéger la classe ouvrière et lui garantir tous ses droits. De nouveaux éclairages dans cette édition. Quand la diversité marocaine s'invite au cœur des humanités, c'est le thème d'une conférence tenue hier à Beit Dakira. Une conférence couronnée notamment par la conclusion de partenariats scientifiques de dimension internationale. Enfin, nous irons à Srerat dans une usine de fabrication de poids lourds pour vous présenter des bus flambant neufs. 100% made in Morocco qui sillonneront dans quelques mois les grandes artères de la métropole casablancaise. Un très grand chantier a été lancé avant-hier jeudi en Conseil des ministres par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Il y est question de la mise en œuvre d'un projet sociétal d'envergure, la généralisation de la protection sociale, un véritable levier d'intégration du secteur informel avec comme principal objectif la protection de la classe ouvrière et de ses droits. Plus de développement avec Mohamed El-Chgar. Partout à travers le royaume, il suffit de tendre le micro pour recueillir les échos à l'annonce de la généralisation de la protection sociale. Comme ici, dans un complexe d'industrie artisanale à Fès. La protection sociale bénéficiera à tous. Elle est très importante pour les artisans, pour leur santé, pour leur famille, pour l'avenir de leurs enfants. Ou encore au cœur de la grande métropole économique, à l'écoute de ces chauffeurs de taxi urbains, Abdelhaq, Mohamed, Ahmed, ils ne bénéficient jusqu'à présent d'aucune protection sociale, ni AMO, ni retraite, ni allocation familiale, et encore moins une quelconque indemnité pour perte d'emploi, qu'ils exercent pourtant depuis de nombreuses années. Pour nous, en tant que professionnels, nous souffrons beaucoup du manque de cette protection sociale, notamment l'assurance maladie, à l'instar des salariés des autres secteurs d'activité. Désormais, et depuis avant-hier, jeudi, le planning de mise en œuvre de la généralisation de la protection sociale est bien défini. Cette mise en œuvre démarre cette année même, pour ce qui est de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, l'AMO. Elle devrait être bouclée dès l'année prochaine, 2022. La généralisation de l'AMO signifie l'élargissement de la base des bénéficiaires de cette assurance. Elle inclura désormais d'un côté ce qu'on appelle les ramédistes, c'est-à-dire les personnes qui ne bénéficient jusqu'à présent que du régime d'assistance médicale. Et de l'autre, la catégorie des professionnels et travailleurs indépendants et des personnes non salariées qui exercent une activité libérale. Et dès la fin de l'année prochaine, 22 millions de personnes supplémentaires bénéficieront donc de l'AMO, l'assurance maladie obligatoire, qui couvre les frais de traitement, de médicaments et d'hospitalisation. Et dès l'année d'après, 2023, ce sera le passage à la vitesse supérieure, avec la mise en œuvre de la généralisation des allocations familiales. Cette généralisation demandera 2 ans pour sa concrétisation totale, 2023 et 2024. Et au bout de ces 2 années, tous les ménages, sans exception, bénéficieront des allocations familiales, c'est-à-dire d'indemnités couvrant les risques liés à l'enfance ou d'indemnités forfaitaires. Mais une autre problématique de couverture sociale trouve réponse dans ce méga chantier. Ce jeune coiffeur, par exemple, n'a que 31 ans et pourtant, cette question le hantait. Tout coiffeur est condamné à vieillir comme tout le monde et à arriver à un âge où il ne sera plus sollicité par les jeunes. Il aura alors besoin d'une retraite pour vivre. Justement, le méga chantier de la couverture sociale comporte une composante pour l'élargissement de la base des adhérents au régime de retraite. Ils seront inclus alors
les personnes qui exercent un emploi et ne bénéficient d'aucune pension. Et ceci se fera par la mise en application du système de retraite propre aux catégories des professionnels et travailleurs indépendants et des personnes non salariées qui exercent une activité libérale. Enfin, dès 2025, ce sera la généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi au profit de toute personne exerçant un emploi stable. Cette généralisation des indemnités pour perte d'emploi sera mise en œuvre à travers la simplification des conditions d'usufruit de cette indemnité et l'élargissement de la base des bénéficiaires. Et justement, ce grand chantier qui est un des piliers de la justice sociale aura un impact sur la promotion des nouvelles générations des droits humains au Maroc. Pour nous en parler, nous avons en direct avec nous le professeur universitaire et président du Centre indépendant des analyses stratégiques Driss Fina. Bonsoir. Sa Majesté le roi Mohammed VI avait annoncé cette ambition l'année dernière et déjà le planning pour la mise en œuvre de ce chantier d'envergure est bien défini. Alors 4 années seulement pour la généralisation de la protection sociale à tous les niveaux. Comment qualifierez-vous cet immense défi, professeur ? Effectivement, il s'agit d'un immense défi. C'est un chantier stratégique pour le Maroc. Le coup d'envoi de ce chantier à travers l'adoption de projets de loi cadre sur la protection sociale montre la volonté réelle de mettre en œuvre ce chantier sociétal qui fait partie intégrante au fait de nouveaux modèles de développement que le Maroc est en train de mettre en place. C'est un grand pilier de ce modèle. Effectivement, il va contribuer largement à la question, ce qu'on appelle la redistribution de la richesse. C'est un élément, c'est un pilier de redistribution de la richesse. C'est un élément très important de la sécurité sociale. Il va certainement contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Marocains, à l'amélioration du pouvoir d'achat des couches sociales vulnérables et pauvres. Et ça va permettre à l'ensemble des Marocains où ils sont, sur le territoire national, de sentir qu'ils sont vraiment, qui bénéficient de la richesse créée par l'économie nationale. Il va avoir certainement plusieurs retombées au plan social et économique. Au plan économique, ce chantier, comme on l'a vu dans les expériences d'autres pays, il va avoir un impact sur la qualité du capital humain. Ça va permettre d'améliorer la performance et le rendement du capital humain, parce que l'homme va se sentir vraiment tranquillisé, va se sentir à l'abri des risques, les différents risques, surtout liés aux maladies, liés au vieillissement, tout ça. Ce chantier-là, il est là pour permettre effectivement de résoudre ces problèmes structurels qu'on avait avant, et la pandémie, heureusement, il a accéléré la mise en œuvre de ce chantier-là. Et par exemple, sur le secteur informel, quels sont les impacts économiques attendus ? Donc, effectivement, l'un des objectifs stratégiques de ce chantier-là, c'est de permettre l'intégration de secteur informel. Comme nous le savons, le secteur informel au Maroc, c'est une composante structurelle, c'est une composante importante qui participe à l'emploi, aussi à la création de richesses. Malheureusement, il n'est pas assez protégé au plan social. Donc, ce chantier-là va permettre son intégration et il va devenir une partie aussi... une partie de secteur formel, et c'est ça le souhait que nous cherchons. Et quel sera l'impact social qu'aura cet élargissement de la protection sociale ? Comme j'ai dit, l'impact social, ça va se voir à plusieurs niveaux. Tout d'abord, comme j'ai dit, c'est l'amélioration de la qualité du capital humain, parce que, comme nous le savons, le capital humain, il s'améliore à travers plusieurs canaux, notamment l'éducation et aussi la santé. Lorsque le citoyen va se sentir qu'il est bien protégé sur le plan santé, sa productivité va s'améliorer. Ça d'un plan. D'un autre plan, ce grand chantier va contribuer aussi à l'amélioration de la création de la richesse. Aussi, ce chantier va permettre de faire émerger ce qu'on appelle l'économie de santé. L'économie de santé, c'est une grande composante de l'économie globale, et ce chantier-là, il est là effectivement pour participer à l'amélioration de l'économie de santé en renforçant les structures sanitaires
partout à l'échelle territoriale. Donc, il y a des besoins comme le savon qui ont été démontrés à travers cette pandémie. Il y a des besoins en infrastructures sanitaires, il y a des besoins en personnel de santé partout sur le territoire national. Donc, le fait de l'élargissement de la couverture sociale va permettre de générer un grand besoin à ce niveau-là. Et ce grand besoin, c'est une partie intégrante de l'économie et de la création de la richesse. Monsieur Delis Fina, merci pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes président du Centre indépendant des analyses stratégiques. À présent, ce chiffre, 1 388 539 personnes ont été vaccinées à ce jour, 18 heures. Un chiffre qui grimpe donc de jour en jour et avec lui l'espoir d'endiguer l'épidémie. D'ailleurs, notre pays ambitionne d'achever l'opération de vaccination dans les 3 à 5 prochains mois, l'ultime objectif étant d'atteindre l'immunité collective et assurer un retour à la vie normale. C'est une précision qui a été donnée par le ministre de tutelle en visite dans plusieurs centres de vaccination dans la région de Bni Mellal Khnefra, comme nous le verrons dans ce reportage de Omar Jleidi et de Nesrine Ozdar. Nous sommes au centre rural de santé El Beradia, province de l'Fqih Ben Saleh. Les bénéficiaires qui s'y sont rendus aujourd'hui pour recevoir leur première dose vaccinale sont majoritairement des seniors. Entre ceux qui souffrent de maladies chroniques et ceux affaiblis par un âge avancé, se faire vacciner est une nécessité absolue. Et tout le monde semble en être conscient. Avec la forte participation également des personnes en première ligne dans la bataille contre l'épidémie, les chiffres sont révélateurs du succès attendu. Avoir largement franchi la barre d'1 million de vaccinés dans un contexte où les principaux indicateurs s'améliorent est un bon signe. Sous l'impulsion et la conduite éclairée de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc aujourd'hui a pu dépasser le 1 million de vaccinés. Donc, nous sommes aujourd'hui à la 4e étape de la visite, bien sûr, des centres et stations de vaccination de la région de Bni Mellal Khnefra. L'opération de vaccination se passe dans des conditions qui sont favorables, très fluides et limpides, bien organisées. Une campagne vaccinale donc avec une excellente organisation. Un colossal défi sanitaire et logistique amorcé avec brio. Tous les espoirs sont permis. Tout relâchement de vigilance n'est en revanche pas autorisé. C'est en restant prudents et responsables que nous allons ensemble vaincre l'épidémie. Le ministre de tutelle a tenu à bien le rappeler. La campagne de vaccination se passe dans un contexte épidémiologique très favorable. Il faudrait continuer, bien sûr, à préserver ce contexte favorable qui est, bien sûr, le gage d'une réussite, bien sûr, de cette campagne de vaccination pour atteindre une immunité collective. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, je demande à tous les citoyens et citoyennes de rester quand même, de se conformer toujours aux mesures barrières qui sont très importantes. Si la campagne vaccinale se poursuit dans de bonnes conditions dans les 4 coins du royaume, devons-nous craindre un revirement malheureux inespéré de la situation à cause de la nouvelle souche? La question se pose. Professeur Khalid Aït Taleb se montre plutôt rassurant. Alhamdoulilah, dans notre pays, nonobstant bien sûr des souches qui ont été déclarées la première fois par rapport au diagnostic chez un Marocain qui venait d'Irlande, il n'y a aucune autre souche ou aucun variant, ni britannique ni sud-africain au niveau du Maroc, ce qui est bien sûr aujourd'hui réconfortant, mais nous devons bien sûr rester sur le qui-vive et rester sur le respect des mesures barrières. La cadence avec laquelle se déroule l'opération de vaccination est tout à fait conforme au plan tracé pour son déroulement. Objectif, atteindre lors des 3 à 5 prochains mois 30 millions de bénéficiaires, soit 80% de la population marocaine. L'objectif final est de parvenir à l'immunité collective et assurer un retour à la vie normale, faisant alors en sorte que cela soit possible. Et à présent, les principales données épidémiques du jour. Le total des nouvelles infections en 24 heures est de 479 pour 548 rémissions et 10 décès. Le nombre des cas sévères ou critiques est désormais sous la barre des 500. Il se chiffre à 485, dont 43 enregistrés ces dernières 48 heures. 37 patients sont intubés, donc très gravement infectés. Le total des cas actifs est de 11 171. Ces dernières 24 heures, près de 11 000 tests ont été réalisés avec un taux de positivité de l'ordre de 4,39%.
37%. Dossier libyen, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Jeanne Kubis. Et cap à présent sur Souera, qui, encore une fois, conforte sa place de haut lieu de la mémoire juive. Pas plus tard qu'hier, Beit Dakira a accueilli une conférence baptisée « Quand la diversité marocaine s'invite au cœur des humanités », conférence couronnée notamment par la conclusion de partenariats scientifiques de dimension internationale. Abdelghani Tahraoui et Mounia Marouche. Il n'y a pas mieux que ce lieu chargé d'histoire, Beit Dakira, pour abriter une telle rencontre académique sur la diversité culturelle et le dialogue interreligieux. Depuis hier, des chercheurs de divers horizons et des lycéens débattent des grandes lignes d'un projet de recherche pluridisciplinaire autour des mutations des normativités sociopolitiques, anthropologiques et culturelles dans l'espace méditerranéen. Nous avons franchi un seuil. Et en l'espace de très peu de temps, Essaouira s'est doté aujourd'hui d'outils scientifiques, de partenariats universitaires, à la fois à l'intérieur du Maroc et dans un certain nombre de pays de la rive nord de la Méditerranée. Je crois que nous avançons dans la bonne direction. Ce lieu de mémoire met à disposition de jeunes chercheurs des sources bibliographiques, d'archives sonores et des manuscrits d'une grande richesse. De quoi les armer pour mieux explorer et comprendre les différentes civilisations humaines. Des clubs pédagogiques qui permettent aux jeunes générations de mieux se connaître et se rapprocher dans leur altérité. Nous étions honorés, ravis d'être à côté de nos lycéens et nos collégiens, puisque depuis Beit Dakira et depuis Essaouira, nous avons lancé pour la première fois au Maroc les premiers projets du club de coexistence dans la diversité. Et ces premiers projets sont partis d'ici et avec le partenariat avec le lycée à Kinshous. Nous sommes très heureux de coopérer avec le Centre des droits hispaniques au Maroc, le Beit Dakira et l'Université Mohamed V sur ce thème qui est très pertinent, très important. Nous avons fait, ça c'est le 3e séminaire dans cette sens. Bâti au XIXe siècle, cet espace culturel et cultuel a trouvé un nouveau souffle en 2017 grâce à sa réhabilitation sous le nom de Beit Dakira. Depuis, ce haut lieu de mémoire ne cesse de promouvoir les valeurs de la tolérance et du vivre ensemble. Et l'industrie marocaine franchit un cap. Désormais, la flotte des bus casablancaises va s'élargir avec des véhicules 100% made in Morocco, des autobus dernier cri et qui répondent aux normes internationales. Une montée en gamme du produit marocain qui ne peut être qu'une fierté. Isabelle Hamdaoui. Ces autobus flambant neufs sillonneront à partir d'après-demain lundi la capitale économique. Avec la livraison de 200 véhicules, 10 nouvelles lignes s'ajouteront ainsi à l'itinéraire tracé habituellement. Ces bus, aux normes internationales, sont fabriqués au Maroc. Tout un écosystème de la carrosserie industrielle a été monté au niveau local. Il représente un chiffre d'affaires de 11 milliards de dirhams par an et emploie 8000 collaborateurs. Plus besoin donc de bus importés de l'étranger. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. La filière connaît un essor remarquable. Ces bus-là, les premiers qui ont été livrés à Casablanca, ont été faits au Maroc, c'est 200, avec 42% de taux d'intégration, et ce taux d'intégration est en train de monter. Et l'ensemble des pièces que vous avez pu voir en exposition sont faites par des entreprises marocaines, avec de la main-d'œuvre marocaine et de la matière première très souvent marocaine. Avec cet écosystème, nous allons voir une consécration et une éclosion. Avec l'éclosion d'un écosystème et d'équipementiers et de sous-traitants capables de travailler et d'assurer la valeur ajoutée marocaine à hauteur de 80%. Ces bus sont écolos, modernes, d'une longueur de 12 mètres et d'une capacité de 33 places assises. Le confort est assuré à bord.
Ces bus 100% marocains disposent de tous les moyens de confort. Notamment le Wi-Fi, notamment l'accessibilité, la vidéosurveillance en temps réel. Ils sont dotés d'équipements pour l'accessibilité destinés aux personnes à mobilité réduite. Au Maroc, la production de la carrosserie industrielle monte en gamme. Le pays nourrit l'ambition de fournir un réseau de transport en commun de haute qualité pour toutes les villes. Et pour clore cette édition, cette nouvelle distinction, le prix international Roi Faisal de la langue arabe et de la littérature édition 2021 a été décerné à l'universitaire marocain Mohamed Mechbal. Cette année, le thème était la nouvelle rhétorique, un thème qui cadre parfaitement avec le projet scientifique de notre compatriote. D'ailleurs, ses travaux et publications sont caractérisés par la profondeur, la pertinence et l'originalité, de même qu'ils allient théorie et pratique selon le jury du prix. L'œuvre de M. Mechbal cherche également à lier la recherche en matière de rhétorique au champ de la littérature, de la langue et de la communication, souligne encore le jury. Initié en 1977 par la Fondation Roi Faisal, ce prix honore les efforts remarquables des individus et des institutions dans 5 catégories. Ce prix prestigieux est également appelé le Nobel musulman. D'ailleurs, plusieurs lauréats de ce prix ont été par la suite nominés justement pour le prix Nobel. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Aloula. À demain.